Vous écoutez Radio Soleil. Radio Soleil, toutes les voix comptent. Bébé, faudrait rentrer, tu vois. Je suis en mal-être avec toi. La machine à café détraquée, les cendriers tous renversés. Des heures et des heures passées devant la mire de ma télé. Et lui s'endormir à me demander où tu peux bien aller. Dis-le-moi. Faut pas me laisser traîner là. Seul avec ses idées-là. Actu Média et Radio Soleil vous présentent Au Passage des Artistes. Au passage des artistes avec Jazzia. Vous écoutez Radio Soleil, bonjour à tous et bienvenue au Passage des Artistes. Mon invité porte un nom qui résonne immédiatement dans l'histoire du cinéma français. Petit-fils d'une figure mythique du rire et de la comédie populaire, longtemps éloigné des projecteurs, il a d'abord évolué dans le monde de la communication et de la publicité avant de faire le choix de se tourner vers la scène et l'expression artistique. Sans chercher à imiter, il trace un parcours personnel, du théâtre à l'écriture en passant par des témoignages autour de la mémoire familiale. À travers ses prises de parole, il incarne une passerelle entre l'histoire intime d'une dynastie du cinéma et un regard plus contemporain. Plus qu'un héritier, mon invité se présente avant tout comme un artiste passionné, un comédien à part entière, à l'affiche de la pièce de théâtre Fiou Fiou, jusqu'au 31 mai à la scène parisienne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent de Funès. Au passage des artistes, bonjour Laurent. Bonjour Jazzia. Quand on s'appelle Laurent de Funès, est-ce qu'on passe sa vie à expliquer qu'on est autre chose qu'un héritier ? En fait, au début, oui, on passe son temps à ça, puis après, on s'en fout, on passe plus de temps à ça. Voilà, on n'a plus envie de le dire. Parce que je pense que ça, vous le savez, mais je vais certainement l'apprendre à nos auditeurs qui ne vous voient pas. Vous avez une ressemblance extraordinaire avec votre grand-père, Louis de Funès. Ça, moi, je me regarde pas comme ça dans la glace. Je veux dire, le matin, je me vois moi. Maintenant, c'est les autres le regard qu'ils ont. Voilà, maintenant, j'y fais plus attention du tout. Au début, ça me perturbait un peu, mais maintenant, c'est fini. Dites-moi, Laurent, à quel moment vous vous êtes dit, OK, je lâche tout, la publicité, je le disais tout à l'heure en introduction, la communication, on va dire un métier un peu plus sérieux. À quel moment vous dites, je plaque tout et je vais vers la scène ? Ah, ça, c'est une rencontre que j'ai fait, effectivement. Il y a un ensemble de choses, certaines dont j'ai envie de parler, d'autres pas, parce qu'elles sont plus malheureuses. À titre personnel, j'ai eu un décès. Je vais le dire, voilà. C'est le décès de mon frère qui m'a effectivement énormément perturbé, de mon jeune frère, donc c'est pas tout à fait naturel. Et puis, donc après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais j'ai fait toute une partie de ma vie dans la communication. Et après, je me suis dit, tiens, la deuxième partie de ma vie, je vais la faire comment? J'ai voulu scinder en deux. Et puis, j'ai fait une rencontre extraordinaire, puisque j'ai rencontré Marthe Mercadier lors de la dédicace d'un livre qu'on avait fait donc sur Grand-Père. Et Marthe, au bout de 3 jours comme ça, elle me tournait autour comme une espèce d'abeille, là, comme ça, puis avec sa voix tonitruante, elle m'a foncé dessus. Elle me dit, est-ce que tu veux venir jouer avec moi, mon chéri? Je sais que t'es fait pour ça. Alors, je lui dis, Madame Mercadier, je pas machin. Et puis, elle m'a dit, ben non, de toute façon, tu discutes pas, c'est comme ça. Donc, ça a été rigolo comme entrée en matière. Et puis voilà, ça a été la découverte. J'avais pris quand même des cours de théâtre avant, bien évidemment, Ouais. parce qu'on se lance pas comme ça pour rigoler, hein. C'est un vrai métier. Bien Contrairement à ce sûr qu'on que croit, c'est c'est un métier extrêmement sérieux. Alors, souvent, les parents pensent que c'est un métier de rigolo, mais Pas c'est du tout. pas du tout le cas. C'est un C'est-à-dire que quand métier on annonce ça à extrêmement ses sérieux. parents, généralement, les parents ont... Oui, alors je peux les comprendre aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de précarité dans ce Eh métier, oui. bien évidemment. Mais c'est un métier qui demande énormément de soi. C'est un métier qui va chercher loin, qui demande en plus beaucoup de travail, énormément de travail, et rien n'est gagné d'avance. Rien. Donc c'est un pari que j'ai fait. Et bah, il est loin d'être encore abouti, parce que on remet le couvert tous les jours. Et là, je suis content. On m'a proposé cette expérience et j'ai réfléchi avant d'y aller, parce que c'est la première fois que je joue avec beaucoup de monde sur scène.
eh ben, c'est une toute autre expérience Bien que sûr. le seul en scène que j'ai fait. Bien sûr. Là, il faut faire attention aux autres, être attentif, tous les placements. C'est une dynamique de groupe et c'est pas le même travail. Bah, c'est comme le sport d'équipe et le sport qu'on peut faire seul. Bien évidemment que le travail n'est absolument pas le même lorsqu'on fait des choses seul et lorsqu'on les fait avec les autres. Il y a, Oui. comme vous le disiez, une dynamique, mais il y a également des choses à respecter, j'imagine. Énormément. C'est-à-dire que j'apprends en ce moment énormément et j'étais sûr que ça allait être ça, mon challenge finalement. Apprendre le texte, ça c'est une chose. Mais après de le jouer et de connaître le texte des autres pour bien placer ses réparties au bon moment et tout, ça demande un travail, un tout autre travail que le seul en scène, qui est aussi un travail très 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 Ouais. difficile. Le seul en scène, on doit tout faire. Là, on se dit tiens, on va se reposer. Eh ben pas du tout, pas du tout, du tout, parce qu'il faut être attentif à tout ce qui se passe sur le plateau, comprendre ce qui se passe et intervenir au bon moment. Là, c'est encore autre chose. Dites-moi, Laurent de Funès, est-ce que le rire pour vous, c'est plutôt une arme, c'est un refuge, c'est un malentendu permanent? C'est quoi pour vous le J'aime bien rire? les deux formulations que vous avez faites. C'est un refuge. Mhm. D'abord parce qu'effectivement, ça permet de désarmer beaucoup de choses, en fait, hein, et puis, ça permet de modifier l'angle de vue énormément. Est-ce qu'il y a une question qui vous interroge sur le fait que est-ce que le public vient pour vous ou est-ce qu'il vient pour le nom que vous portez? Oh là là, oh là là. Pas y répondre, c'est épouvantable comme question. C'est-à-dire que non, mais un peu des deux, voilà, je Ouais. pense. Mais je pense aussi qu'il y a un travail d'équipe, donc ils viennent voir aussi une pièce. Mhm. Hein, il y a pas que moi, parce que bon, moi, j'ai un rôle, voilà, et puis il y a 5 autres personnes sur la scène, Mhm. et c'est très important. Bien Et sûr. je peux vous dire que les 5 que j'ai là, c'est quand même pas des débutants. Donc, faut faire attention. Et puis, mais je pense que les gens viennent voir une petite partie, bien évidemment, de ce que ça peut représenter ce nom. Ouais. Et comme vous le disiez, bon bah voilà, on est ce qu'on est, puis c'est tout, on a un peu de génétique. Hein. Bon, on le fait pas exprès. Est-ce que vous aimez ce challenge justement? J'arrête quelque chose que je maîtrise et je vais vers une nouvelle aventure. Est-ce que ce challenge vous anime? Oui, on a la trouille, mais en même temps, c'est ce qui fait vivre. C'est en même temps ce travail un peu d'équilibriste. On se remet à nouveau à marcher sur un fil tendu avec du vide en dessous. Alors, ça fout la trouille, mais on se dit, mais Ouais. la vie, il y a deux possibilités, elle passe vite, ou on décide de lui mettre quelques petits passages un peu difficiles pour Mhm. agrémenter un peu tout ça, et puis peut-être repartir sur autre chose. C'est un risque que j'ai pris en plus avec ce nom, hein, qui est quand même pas un risque. C'est ce que j'avais dit à Marthe. J'ai dit, tu sais, c'est quand même un risque majeur pour moi, mais j'en avais envie. En fait, j'en avais envie depuis que j'étais môme. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le théâtre, dans le spectacle, dans l'artistique, Et pour c'est avoir tout quitté? ce qui est génial, c'est de pouvoir interpréter des personnages, de ne Ouais. pas être soi-même et en même temps de donner un peu de soi-même. C'est-à-dire que de pouvoir se délivrer, il y a comme des chaînes qu'on fait sauter. Et ça, c'est formidable. Et de pouvoir être quelqu'un d'autre. Ça, il y a Marthe qui me disait un truc, je m'en rappellerai toujours. Elle me disait, tu sais, mon chéri, tous les soirs, tu peux flinguer quelqu'un sur scène et tu n'iras jamais en prison. Plutôt machiavélique, hein, Oui, je mais vous c'était avoue. Marthe. Mais en même temps, elle m'a donné des clés comme ça, Mhm. vachement intéressantes. Hein. Vous disiez tout à l'heure, et à juste titre, que le théâtre n'est pas c'est pas une plaisanterie, c'est pas une blague. On Ah va non, pas au théâtre comme on va faire son footing sans aucune préparation. ah non. Alors vous, Laurent de Funès, vous vous préparez comment? Alors déjà, j'ai une vie je fais très attention. C'est-à-dire Mhm. qu'on va pas, comme vous dites, on va pas au théâtre comme ça. Alors il y a des gens qui peuvent faire abstraction parce que je pense qu'ils ont beaucoup de métiers. Moi, c'est pas mon cas. Donc je Mhm. fais attention à ce que je mange. Je dors, je fais du sport. J'essaie d'avoir une vie saine pour avoir l'esprit clair. Et c'est vrai que c'est une gymnastique importante. Et je vois dans le groupe, tout le monde fait attention parce que ça pardonne pas. On est en live. Mhm. Et c'est pas comme derrière la caméra. La caméra, on peut recommencer. Là, bing, c'est la gamelle. Et la gamelle coûte cher parce qu'elle est émotionnelle,
elle est tout en fait. Elle va tout synthétiser d'un coup. Quand on se prend une gamelle, on s'en prend une grosse. C'est très Et dur. puis surtout quand on est avec toute une équipe, Voilà. on ramasse malheureusement l'équipe avec, Ouais, avec ouais, soi. ouais. Et c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à gérer. C'est une responsabilité. Le silence du public, ça vous angoisse? Ah oui, C'est ça vrai. m'angoisse. Mais en fait, il faut pas, pour autant, il faut pas non plus. Bon, ça m'angoisse, non, mais c'est vrai, ça m'angoisse, voilà. Mais il faut Ouais. pas trop y faire attention parce qu'il y a des gens qui rient à des endroits et d'autres qui rient pas de certains endroits. Et en fait, quand il y a des gens qui ont besoin de silence pour écouter. Mhm. Et puis à la fin, ils sont contents. Je me rappelle d'un truc avec Marc qu'on avait fait un jour. On ne savait pas rire du tout, ça n'avait pas ri. Et il y avait un petit entracte, je lui dis, mais ça ne rit pas, ça ne rit pas du tout, ça ne rit pas du tout. Et moi, j'étais comme ça, liquéfié. Et elle était tranquille, elle me dit, mais t'inquiète pas, c'est comme ça, il y a des scènes, des fois ça arrive, des fois ça arrive. Et à la fin, les gens s'étaient tous levés, voilà. Donc, Ah, le public est parfois ouais, assez. Et puis on a le droit de ne pas Bien rire, sûr. ça dépend des pièces, ça dépend Mhm. de ce qu'on dit, ça dépend comment on le fait. Il y a des fois des pièces pas drôles, hein, d'ailleurs, on n'a pas besoin de rire tout le temps. À une pièce, on peut l'écouter aussi, et rire à Mhm. certains endroits, pas à d'autres. On parle un peu de votre seul en scène, Laurent de Si vous Funès. voulez, oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Comment est Oui. né votre seul en Ah, scène? Comment c'est une sacrée question. Et voilà. alors là, il y a une histoire. Ah bah écoutez, Euh, je veux bien et je pense que nos auditeurs ont Alors, très envie c'est une d'écouter. vraie histoire. J'avais écrit, j'ai pas commencé par ça, j'ai commencé par écrire un film. En fait, d'abord un court-métrage. Un Mhm. court-métrage que j'ai tourné, qui n'est pas encore sorti, qui sortira peut-être pas, mais c'est pas grave, mais je suis sûr qu'il va sortir. Et puis après, on m'a dit, ah c'est bien un court-métrage, mais qu'est-ce que tu veux qu'on en foute? Il faut écrire un long-métrage. J'ai dit, je sais pas du tout écrire un long-métrage, mais si, tu vas voir, tu vas y arriver. Et je me suis mis à écrire un long-métrage, d'accord? Et ce long-métrage, je me suis dit, finalement, j'y suis arrivé à écrire 190 pages en une vingtaine de jours. Et au moment où on a monté le projet, en fait, c'est un très gros projet, peut-être trop lourd. Mhm. Trop lourd parce que moi, j'étais pas bankable. N'empêche que j'avais des artistes autour de moi qui étaient du très lourd, qui nous avaient dit oui, que j'ai rencontrés. Comme qui? Bon, on avait quand même du Jean Reno, on avait, comment il s'appelle, l'acteur américain très connu là. Enfin, on avait des lourds. On avait un projet international. Et ce projet international, en fait, il était trop dimensionné. On nous avait répondu, oui, il faudrait Omar Sy, il faudrait Jean Dujardin. Et vous voyez le topo. Et donc, on avait mal pris le projet, on avait pris par le mauvais bout. En fait, il faut d'abord des distributeurs en France. Si on veut faire un projet, il y a le financement et les distributeurs. Nous, on avait pris un peu les choses à l'envers. Je dis nous parce que j'étais pas seul, bien sûr, Mhm. dans ce travail, hein. J'étais même une partie. Et on avait pris, on s'est dit, on va d'abord écrire le film. On a trouvé le pognon. On avait le pognon quand même, hein. Et puis, C'est pas rien. bah non. Et c'est vrai que au dernier moment, on n'a pas trouvé les distributeurs pour des raisons X, Y, Z, parce que ça coûtait trop cher, ça coûtait ceci, ça coûtait trop, voilà. Un peu déçu. Je vous cache pas Mhm. Bah, bien que sûr. donc première déception, deuxième déception, je me dis bon bah allez, je me désarme pas, j'écris un nouveau long métrage. On part d'une pièce, j'écris un long métrage et j'écris pour une actrice très connue et qui est Victoria Abril, hein, et puis Raphaël Mizrahi, moi. Voilà, on avait un joli plateau à nouveau. Victoria lit le truc. Du Japon, je me rappelle, elle appelle en disant mais j'adore comment c'est écrit, c'est génial, j'adore ce truc, on se voit chez moi et on bosse. Attends, vous vous rendez compte, Victoria Abril, quoi, pas rien, quoi. Et on se rend compte avec Victoria, le courant passe super bien, on fait les lectures, ça se passe hyper bien, et elle se dit putain, moi, j'attends tellement le projet, je vais le vendre moi-même. Et deuxième écueil, c'était le Covid. On s'est tapé le Covid. C'est vraiment pas de peau, hein. Oui, mais c'est la vie de beaucoup, Ouais. beaucoup de films. Je Mhm. dirais que, allez, sur 100 films, il en sort 3. Ouais. Et donc, c'est pas que moi. Je veux dire que il faut maintenant relativiser. C'est l'avenir, c'est la vie de beaucoup de films. Alors là, de nouveau, je prends une claque parce que le Covid arrive. Et puis tout change après le Covid. Tout change, les histoires, tout. Il y a des films en retard. Donc, on sait qu'on va être remis à 5 ans. Et là, je me dis, je me dégonfle pas. Je prends ma plume et je me fais mon seul en scène. Et pourquoi ce seul en scène? Parce que ce seul en scène va raconter tous ces déboires. Et ces déboires que j'ai, c'est s'appeler De Funès. On monte sur scène et on raconte tout ce qui nous est arrivé finalement. Rencontre avec des agents qui
enfin, c'est des trucs ubuesques. Ubuesques Et c'est des histoires vraies, on est mais d'accord. c'est des histoires vraies. Alors évidemment, il y a des fois, j'ai romancé pour Oui, bien sûr, vous faire avez d'autres, brodé pour être autour. drôle. Mais il y a 80% de vrai. Et c'est ça qui est Formidable. fou. Et les gens disent, c'est pas possible. Si, c'est possible. Avec un nom pareil. Oui. Comment vous faites pour canaliser Mais moi, non, votre énergie? je suis quelqu'un de stressé. Je dors très peu. Oui. Je suis quelqu'un de très stressé. Voilà. À l'intérieur, ça se voit pas comme si, si après vous l'avez vu, mais je suis quelqu'un de très stressé. Eh ben, on canalise pas. On fait confiance à l'équipe. On se soigne quand même un peu. On Oui. gère, on essaie de gérer en tout On cas ce essaye, stress. mais c'est pas simple. Ouais. Et ce qui me rassure, c'est que l'équipe est pareille. Donc ça va. Tous les acteurs que j'ai rencontrés, ils sont tous stressés avant de monter sur scène. Ça me rassure. Vous savez quoi, on va faire une pause. Oui. Voilà, ça va nous Déstresser. déstresser. Ça va me Et déstresser. puis on va bien évidemment parler de la pièce. de Fiu Fiu, Ah évidemment. avec une multitude d'artistes. Oui. On parlera tout ça juste après une petite pause. Merci. Retrouvez l'émission Au Passage des Artistes sur Radio Soleil avec Jazzia. Love is bad. Love is bad. Love is bad. Love is bad. For a moment there it goes. Turn around, next thing you know, love is bad. Oh my God, I feel so bored. I'm starting to realize that all the boys that I find are all trouble. I told my mother, she said, go get your glass full. So I did, and I saw you. I saw you gleaming across the scene, across the room. It's all in you. I need the meaning when I see it all in you. Love is bad. Love is bad. Love is bad. Love is bad. For a moment there it goes. Turn around, next thing you know, love is bad. Hallelujah, it's nice to know you. It's so peculiar how you've come and changed my mind. I fall at first, I hope it doesn't wash your preference, 'cause I know mine, and it's you. Selfish of me to say these things, but I want to. I know it's all in you. Don't need a reason when I see it all in you. Love is bad. Love is bad.
Laurent De Funès. Laurent, on parlait tout à l'heure de Piou Piou. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Alors, on pense que c'est très drôle, mais de quoi s'agit-il? Alors c'est une pièce, on va être très simple, c'est une pièce barrée en fait, hein. C'est l'histoire d'un type qui en 48 heures se retrouve ruiné. Il est ruiné et évidemment autour de lui il a que des cloportes qui veulent lui bouffer son pognon. Une michto qui arrive, elle pense qu'elle prétend, enfin tout c'est la catastrophe. Le mec il n'est entouré que de cafards. Et puis il a un copain Il a un copain qui est plutôt, justement, c'est son copain qui l'a ruiné d'ailleurs, et c'est un baltringue. C'est un vrai baltringue, et on va découvrir qu'il y a tout un monde de baltringues autour. Et il y a une seule personne qui finalement, peut-être là-dedans, est la plus louable. Elle occupe un petit poste, enfin, on va dire c'est la femme de ménage. La femme de ménage qui est trans, et que j'interprète. Et finalement, c'est un rôle, quand on me l'a proposé, je me suis dit, oh là là. Au début, je devais jouer un autre rôle, et on m'a dit, maintenant, c'est bien pas possible, machin. Et bien, on te propose la femme de ménage. Je dis, ça, c'est pas courant. Et en fait, je me suis dit, c'est un rôle à la Tootsie, un peu. Donc, c'était un vrai challenge pour moi, parce que c'est un rôle très difficile, malgré tout, parce qu'on n'est pas soi-même. Bien sûr. Et en plus, elle est espagnole. Donc, ça gâte rien. Mais c'est un peu la mouche du coche, cette femme de ménage. Elle est là. On découvre vite pourquoi, mais il y a un twist final, et en fait, elle n'est pas vraiment ce qu'elle prétend être. Et ça, il va falloir aller au théâtre, à la scène parisienne pour découvrir. Alors, comment avez-vous travaillé ce rôle, puisque vous dites que c'est compliqué, et bien évidemment que ça doit être compliqué, mais vous l'avez joué comment? Comment est-ce que vous l'avez... Pour l'instant, on l'a pas joué, on la prépare. Comment vous le jouez? Est-ce que vous êtes quand même... là, actuellement, vous vous entraînez? Oui, donc moi, je prends mon rôle comme un fil rouge. En fait, si on pouvait définir mon rôle, c'est plus un fil rouge dans la pièce qui intervient comme ça, qui est un peu tout le temps là, qui tisse des choses et qui finalement, il y a même des moments où j'ai une présence seule, où je peux récapituler un peu la pièce de façon rapide. Mais en fait, on finit par comprendre que c'est un peu la mouche du coche qui a une raison d'être là. Et je le travaille, oui, c'est pas simple parce que je l'ai travaillé d'abord seul, et puis maintenant je le travaille avec l'équipe. Et là, j'ai les directives du metteur en scène, qui est donc Olivier Martinez, qui a écrit donc qui la a pièce. coécrit la pièce. Non, il l'a pas coécrite. Non, il l'a écrite. Il l'a pas coécrite. D'accord. C'est lui qui l'a écrite. Il y avait des moments où, pendant la pièce, il y avait eu des ajouts qui avaient été faits, mais qui ont été tout enlevés parce qu'une pièce, ça vit, évidemment. Bien sûr. Et moi, mon rôle, on a dû l'aménager aussi. Quand je suis rentré, on m'a réécrit des choses, on a réaménagé. C'est vivant une pièce. Et donc, non, c'est Olivier Martinez qui fait aussi la mise en scène parce qu'il la connaît très très bien, sa pièce. Il connaît les rythmes, les accélérations qu'il veut et tout ce qu'il souhaite avoir. Donc, on travaille avec lui. Il est assez exigeant, évidemment, parce qu'il a des idées précises. Et donc, on s'adapte, voilà. Sachant que moi, j'ai un fil rouge, donc je saute de seul en scène. Des fois, je suis pas là, des fois, je suis là. Et c'est la difficulté, d'ailleurs. C'est quand on est là en présence tout le temps, on se raccroche plus parce qu'il y a un texte qui file. Et finalement, on a une facilité. Moi, ma complexité, c'est que j'interviens des moments, donc je refroidis un peu et je réchauffe à nouveau. Donc, c'est un plat, on arrive comme ça, et il faut être tout le temps présent. C'est un fil rouge qui se tire, et puis on fait le boulot, quoi. Donc, c'est assez amusant. C'est une expérience pour moi, voilà. Dites-moi, Laurent, est-ce que travailler en équipe et travailler seul, j'imagine que c'est complètement différent. Est-ce que ça vous angoisse, ça? Oui, de toute façon, je suis angoissé tout le temps. Voilà. Comme ça, c'est clair. Heureusement que j'ai des partenaires sympathiques. Jessica Montpiou, qui est une bonne, on va dire quelqu'un qui a une grosse expérience de la scène, évidemment. Olivier, évidemment, Martinez. C'est des gens qui ont fait du one. Donc, c'est des gens qui ont déjà... Il faut du courage pour faire des one. Je veux dire que c'est pas simple. Maxime, évidemment, Maxime qui lui est un routier du one et il en a bavé. Bien Maxime, sûr. Et je vois quand on était sur une scène ce matin, il m'a fait hurler de rire, quoi. Je me retenais pour pas rigoler parce que ça peut trouver le plateau. Mais c'est vrai qu'il a une présence physique importante, il a un métier. Et voilà, et tous ces gens, même Olivier, tous ceux qui sont là, ils font leur boulot, quoi. Donc, à moi de le faire aussi, quoi. Et de mettre ma touche. Bien sûr. Est-ce que c'est important, cette bienveillance commune? Est-ce Oui. que c'est bien? Est-ce que le fait de s'entendre peut changer
Oui, oui, c'est très important. Moi, j'aurais pas travaillé dans une pièce Ouais. où je sentais pas les partenaires, parce que je sais que c'est traumatisant. Ouais. En fait, hein, sur une longue durée, ça peut être très traumatisant et ça peut vraiment donner quelque chose de pas bon. Or là, on a une équipe qui est vraiment sympa, qui s'entend bien. On est potes, voilà, il y a aucun conflit, chacun va respecter l'autre. C'est même apporter finalement, nourrir l'autre. Ouais. Parce qu'on est aussi, on nourrit l'autre avec nos répliques, on lui Mhm. donne de quoi rebondir. C'est un travail d'équipe auquel j'étais pas habitué forcément, mais pour moi, je trouve ça vachement sympa, quoi. C'est super. Non, non, c'est une belle expérience. J'espère que ça se passera bien. Et puis, on va travailler petit à petit à remettre des choses parce qu'une pièce, comme je disais, ça vit. Sa vie. Et on sait que dans les 10 premières, déjà, hop, on va remettre des tas de trucs. On va remettre comme ça, des capsules qui vont arriver. On va tester des trucs. Voilà, pour continuer toujours à faire vivre la pièce. Est-ce que vous laissez un peu de place à l'impro, à l'improvisation sur scène? Du tout. En fait, c'est surprenant, mais pas du tout. Ouais. Pas d'improvisation. Par contre, tout doit être réglé minutieusement. Après, d'abord, je vais vous dire, l'impro, c'est quand on est très à l'aise avec le rôle. D'accord? On peut commencer à rigoler. Mais au début, on serre les fesses et on fait le boulot. Est-ce qu'il y a des moments où, parce que vous nous le disiez tout à l'heure, vous avez énormément écrit des choses qui sont encore dans les tiroirs, hein, qu'on attend, peut-être Oui, que oui. cela verra le jour. Oui, oui. Euh, est-ce que, est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites, je vais peut-être sortir des choses parce que j'ai encore des choses à dire. Oui. J'ouvre le tiroir et je vais balancer des choses. Ah bah oui, mais moi je suis un peu un bouffon caustique, alors évidemment j'ai des tas de choses et on m'a freiné un peu ces derniers temps. J'ai Pour créé quelle raison on vous a freiné? Ah, on m'a freiné parce que bah, l'air est pas facile. J'ai créé un personnage que je vais pas tarder à filmer. C'est des capsules. J'ai prévu ça pour la télévision. Qui voudra l'acheter? Mais enfin, je vais d'abord le faire une chaîne sur YouTube. Un petit personnage qui est atrabilaire. Il déteste tout le monde. Il a peur. Il est agoraphobe. Il sort pas de chez lui. Et ce petit personnage, il est très drôle parce qu'il espionne tout le monde. Il espionne tout le monde du haut de son balcon et dès qu'il voit quelque chose, il appelle le commissariat du coin. Et le commissariat, pour lui en parler, c'est le commissaire. Et le commissaire, c'est le commissaire Farès. Et il lui raconte tout ce qu'il voit. Mais c'est un type qui a Ouais. la maladie du siècle. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qu'il voit, il se lève le matin, il ne voit qu'à travers le prisme d'Internet et de la télé. C'est-à-dire qu'il devient cinglé, le type. Il transforme tout. Il est complotiste. Il voit que des trucs terribles arriver. Et finalement, toutes ces histoires, elles vont être complètement décalées. Et c'est Farès qui va le remettre à chaque fois à sa place. C'est ça qui est drôle. C'est-à-dire que finalement, ce personnage s'appelle Antoine Pépin, comme les pépins, comme les emmerdements. Et en fait, il va effectivement cristalliser tout ce qui se passe en ce moment à travers des scénettes, des sketchs, tout ce qui peut se passer en ce moment à travers des gens qui finissent par s'enfermer dans cette bulle Internet toxique. Toutes ces nouvelles que l'on voit, tout ce que l'on voit dans le monde entier aujourd'hui qui arrive. Et cette toxicité, il l'intériorise et au lieu d'en parler avec des gens, de se décompresser, eh ben, il va dire que des conneries. C'est ça qui est drôle. Est-ce que vous savez, Laurent de Funès, que j'ai pensé à votre grand-père Oui. il y a quelques semaines, je suis allée au théâtre voir une pièce de Philippe Daguerre qui s'appelle La femme qui n'aimait pas Rabbi Jacob. Et bien évidemment, quand on parle de Rabbi Jacob, on pense à votre grand-père. Bien sûr. De Funès. Oui, bien sûr. Mais je l'ai pas vu cette pièce. J'ai entendu parler. Oui. Je connaissais l'histoire parce que c'est une histoire qui était connue dans la famille, hein, bien évidemment. Mais je ne savais pas qu'on en ferait un jour un projet. Alors je l'ai pas vu. Je pense que je vais aller la voir. Complètement hallucinante. Ah oui. Une histoire que je ne connaissais pas, qui est autour du film, de la sortie du film, en tout cas, Rabbi Jacob. Et j'ai pensé à votre grand-père, donc Louis de Funès. Et je me suis dit, mais il y avait un rôle pour vous. Ah oui. Bah, comme je ne l'ai pas vu, je ne peux pas vous le dire. C'était le rôle de votre grand-père. Ah, d'accord. Et comme la ressemblance est complètement hallucinante, d'accord. est-ce que si on vous l'avait proposé, est-ce que vous l'auriez accepté? Ah oui, probablement, si c'était bon esprit, si c'est si c'est positif et que oui, j'aurais sûrement accepté, oui, parce que je l'ai pas vu, mais je vais aller le voir, je vous le conseille. Oui, parce que c'est une histoire sûrement très intéressante. Ouais, l'histoire est complètement folle, et c'est l'histoire en fait de la femme de l'attaché
presse qui s'occupait du film, qui ne voulait absolument pas la sortie de ce film-là et qui a tout fait pour l'en empêcher. Je vous éviterai les détails. Mais je connais un peu l'histoire, puisque le grand-père en avait parlé. En tout cas, qui a très mal fini. Mais oui, en plus, très mal fini. Et puis aussi, même la veille de la sortie nationale, ils étaient tous très flippés à cause de cette histoire dans le monde qui d'un seul coup a explosé. Et là, ils étaient tous très mal. Ils se sont dit, les salles vont péter. Il y avait eu des menaces de faire péter les salles. Donc, ils n'étaient pas bien. Si le projet demain d'un nouveau Rabbi Jacob, peut-être sous un autre format, avec un rôle pour vous, vous serez d'accord ou pas? Ça dépend ce que ça a dit. Moi, d'abord, je suis convaincu. Alors, c'est l'histoire de Rabbi Jacob. Tout le monde dit c'est impossible de refaire le Rabbi Jacob aujourd'hui. Moi, je dis c'est faux. Maintenant que je ne suis pas la personne qui l'écrit, je trouvais Gérard Houry extraordinaire. De toute façon, tous les films de Houry, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. C'est fabuleusement écrit, c'est fabuleusement monté. C'est toujours le contre-pied drôle de choses terribles, finalement. Il arrivait toujours à retourner une situation dramatique en quelque chose de comique. Et je dis, oui, aujourd'hui, on peut parfaitement faire un autre Rabbi Jacob. Je dis n'importe quoi. Bon, moi, je sais pas, il a fait un fils, comme dans La Folie des Grandeurs, il a fait un... Si, c'est une grosse conspiration. Voilà, il a fait un fils, et le fils revient, je sais pas pour quelle raison, n'importe quoi. Oui, ça pourrait être très drôle. Voilà, mais il faut pas que ce soit moi qui soit le personnage de mon grand-père. Ça, je pourrais pas. Mais, pour quelle raison? Parce que j'aurais trop peur. Ah oui, peur de quoi? Peur de la comparaison? Oui, peur de ne pas être à la hauteur? Oui, tout ça, oui, ça fout la trouille quand même. Je veux dire, bien sûr que ça fait peur. Maintenant, si c'était un truc décalé, moi j'avais créé un truc, un synopsis d'un Hibernatus bis que j'avais proposé à Luc Besson. Ouais. Et l'histoire était très drôle et Luc Besson était intéressé puisqu'on s'était rencontrés à Paris. Et donc, et puis après, il a tous ses ennuis et tout, il est reparti aux États-Unis et tout ça. Mais oui, mais il faut pas que je sois le personnage Louis. Il faut que ce soit la descendance de Louis ou un truc, voilà, une émanation, voilà, qui fait que ça devient drôle. Mais si on me dit, faut que tu rejoues Rabbi Jacob et t'es lui, je dis non. Il est tellement bien comme ça. C'est vrai. Et puis un Rabbi Jacob avec Louis de Funès, il y en a qu'un seul. Mais il y en a qu'un seul. Bien évidemment. Dites-moi, Laurent, est-ce qu'on vous a déjà proposé des choses que vous n'avez pas acceptées? Et pour quelles raisons? Les gendarmes. Oui, c'est vrai. Oui, on m'a proposé de jouer la suite d'un gendarme. Je dis oh là là, c'est pas possible. Ouais, pour quelle raison? Parce que pour moi, d'abord les gendarmes, ça aurait plus aucun sens aujourd'hui. Les choses ont changé. Le profil des gendarmes a changé, l'époque a changé. On n'a plus ce respect du gendarme, tout, donc ça rend un truc bizarre. Deuxième point, je me sentirais mal à l'aise dans une suite. En fait, parce que les gendarmes, pour moi, c'est fini, quoi. C'est un truc qui est bouclé, c'est fermé. Ouais. On a bouclé la boucle. Ça fait partie d'une époque. Ça fait partie d'une époque pour moi. L'époque est bouclée. Il y a tellement d'autres idées à faire. D'autres idées. Alors, moi, je peux vous en sortir. Tiens, je vais me donner une page, je vous en écris 10 tout de suite. Il faut à ce moment-là je suis pas. Faire. Il y a plein de choses encore comme à je vous faire. dis, on peut écrire toute sa vie et ne rien produire parce qu'on n'a pas les gens autour pour le faire. Ouais. Et puis c'est un travail d'équipe. On commence une idée et puis il faut des gens qui écrivent. Il faut une équipe. Ça coûte de l'argent tout ça. Vous voyez, j'ai écrit 2 longs métrages et ces 2 longs métrages, pour des raisons XY, n'ont pas pu encore se faire. Mais parce que c'est un travail d'équipe qui nécessite des moyens très importants. C'est peut-être pas le moment encore. Et c'est peut-être pas le moment encore, voilà. Là, je sais qu'on m'écrit des choses en ce moment pour moi. Quel genre de choses? Des choses qui ne seront pas justement forcément du De Funès. C'est ça qui est intéressant pour moi. C'est un challenge aussi. Donc, j'ai dit oui pour lire ça parce que j'ai trouvé que c'était... vraiment un contre-pied amusant, amusant, pas drôle du tout, mais un contre-pied très intéressant pour moi. Et puis une autre personne qui écrit vraiment fabuleusement bien, que j'adore, qui m'a dit ça y est, je suis en train d'écrire un film, et il m'a dit l'idée c'est génial et tout, donc il est en train d'écrire. Mais il faut les financer. Alors aujourd'hui, il ne faut pas dépasser les 3-4 millions, ça suffit. Voilà. Après, on peut trouver des distributeurs ou pas. On verra. On verra. On verra. Vous reviendrez nous en parler en temps. Maintenant, il y a Piu Piu. Voilà. Et donc, justement, avant de finir, je voulais vous laisser la parole, mon cher Laurent de Funès.
parlez-nous de Piou Piou, quand, où, avec qui, à quelle heure et jusqu'à quand? En tout cas, on sait que ça commence le 20. Ce sera différent puisque vous ne serez pas seul sur scène. Vous serez avec une équipe que vous connaissez bien, puisqu'il y aura donc Martinez. Il y a Martinez qui l'a écrit, évidemment, cette pièce. Il y aura Maxime Vandeleur. On appelle Maxime. Tout le monde connaît Maxime. Laurent de Funès, je sais pas, c'est un petit nouveau, lui, qui arrive. Je ne connais pas, je l'ai jamais vu. Nouveau, mais on verra ce qu'il fait. Il va peut-être se débrouiller. Il y aura Jessica Monpiou, bien sûr, qui, elle, a déjà fait pas mal de pièces. Elle a travaillé aussi avec Paul Belmondo dernièrement. Donc c'est une nana qui assure bien quand même, et puis elle est hyper drôle, vraiment elle a une façon de bouger, elle est très comique, j'aime beaucoup. Gilbert Diaz, qui est donc le producteur, évidemment, qui a un rôle de clown blanc et qui lui va très bien. C'est le rôle du clown blanc. Et puis Delphine Saroli aussi, qui elle aussi une nana qui a de l'expérience, et son rôle est très marquant, et je crois qu'il y a qu'elle qui pourrait le faire, tellement elle est dans une énergie de dingue. Dans le rôle de la notaire, elle est complètement barrée et vraiment elle est très drôle. Donc chacun a sa fonction précise, et il serait difficile de remplacer les gens. Et c'est vrai que l'histoire est plutôt rocambolesque. On se retrouve avec des problèmes, des solutions, mais juste après il y a encore un autre problème qui arrive. Il y a toujours des problèmes qui arrivent. Ça, c'est une évidence. On connaît. C'est l'avantage du théâtre, c'est qu'on peut sans arrêt rebondir. Voilà. Et puis il y a une résolution, voilà. Il faut bien que ça s'arrête à un moment donné dans la pièce, et une résolution qui est assez drôle. Laurent de Funès, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur Radio Soleil, donc dans l'émission Au Passage des Artistes. Rendez-vous sur scène. Le 20, à partir de 20, et nous sommes là pendant 3 mois. C'est formidable. Donc 4 soirs par semaine. Jusqu'au mois de mai. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le dimanche, c'est l'après-midi. 15h. Et les autres soirs, voilà, donc c'est ouvert. À très bientôt, Laurent de Funès. Merci beaucoup. Me and Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe at 6:30, and no one knows she'll be there, holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays our favorite song. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high, 'cause she's got her own obligations, and so do I. Me and Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones.
it's time for us to be leaving. And it hurts so much inside. And now she'll go her way and I go mine. But tomorrow we'll meet at the same place, the same time. Mrs. Jones. We both know that it's wrong. Every day at the same cafe. We got a thing going on. You know it's Radio Soleil, toutes les voix comptent.